Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkawi Urkia. Dans cette vidéo, on va parler de la notion de benchmark. Donc, le titre de la vidéo est le suivant. C'est quoi un benchmark? Bien. Donc, le plan de ce cours est le suivant. Premièrement, on va décortiquer l'acronyme ou bien l'abréviation, le mot benchmark. Puis, on va définir que veut dire un benchmark. On va donner les différents types de benchmark et leur utilisation. On va donner des exemples pratiques du benchmark. Et puis, les domaines d'utilisation du benchmark. Donc, on va voir le benchmark en optimisation et le benchmark en entreprise. Puis, on va voir comment construire un benchmark en informatique. Et puis, comment on va utiliser, ou bien on va voir un cas pratique. On va utiliser un benchmark du problème du tourné de véhicule avec capacité, en utilisant bien sûr comme algorithme de résolution le simplex. On a déjà vu cette résolution dans une vidéo précédente, mais dans cette vidéo, on va utiliser le même algorithme du simplex pour résoudre des instances du CVRP, mais avec le benchmark, c'est-à-dire qui se trouve dans la littérature. Bien. Donc, on va commencer par l'acronyme ou bien l'abréviation benchmark. Donc, le mot benchmark est un mot en anglais qui est composé de deux mots. Il y a le bench, le mot bench et mark. Donc, bench en anglais, c'est banc, un banc. Et puis, mark, c'est la marque, une note ou bien une mesure. Donc, le benchmark est un point de référence servant à effectuer une mesure. Donc, c'est un banc de test ou bien un jeu de test, c'est-à-dire de test pour faire des mesures sur une donnée ou bien une instance. On va bien comprendre cette notion par la suite. Pour le moment, sur le plan acronyme, benchmark c'est un mot en anglais et il est composé de bench qui était le mot banc ou bien spécimen et le mot marque est une marque ou bien qui est une mesure ou bien une note ou bien une évaluation. Donc le benchmark est un point de référence servant à effectuer une mesure. Bien. Donc maintenant, on va définir la notion de benchmark. Donc un benchmark, aussi appelé benchmarking, est un terme en anglais qui peut être traduit en français par les mots référence, étalon ou repère. Donc cette définition-là, c'est-à-dire cette traduction en français du mot anglais benchmark ou bien benchmarking, ça nous donne la sémantique du mot benchmark. Donc c'est une référence ou bien un étalon ou bien un repère. Donc le benchmark est en effet une technique de marketing basée sur l'analyse comparative. Il est développé, cette notion de benchmarking, elle est développée dans les années 1980. Elle vise à étudier et analyser d'autres entreprises pour optimiser ses propres techniques de gestion et les modes d'organisation. En d'autres termes, benchmarker consiste à étudier ce que fait la concurrence. Ce peut être un produit ou un service qui est à l'étude. Donc l'objectif pour l'entreprise qui benchmark est de s'améliorer et de rivaliser avec les meilleurs sur le marché. Donc en 1980, cette technique de benchmarking était proposée dans une entreprise dans le but d'améliorer l'entreprise et de la développer. Comment? En se comparant à d'autres entreprises sur le plan processus de gestion, par exemple. Ça, c'est la notion du benchmark dans le cadre de l'entreprise en général. Maintenant, cette notion de benchmarking, elle s'est étendue dans d'autres domaines. Donc, par exemple, en informatique, un benchmark est un banc d'essai. Un banc, on dit banc d'essai, bench. Donc, on a vu que le mot banc, ici, c'est le mot bench, c'est-à-dire un banc, bien un spécimen, bien un repère. Donc, en informatique, un benchmark est un banc d'essai permettant de mesurer les performances d'un système ou bien d'un logiciel pour le comparer à d'autres logiciels. Donc, ça, c'est en informatique. Donc, on utilise en informatique un benchmark pour faire l'évaluation de nos systèmes informatiques. En gestion et en économie en général, où l'usage du terme tend à se répandre, le benchmarking est la confection d'un étalonnage pour mesurer diverses performances. Donc aussi en gestion et en économie, c'est-à-dire dans l'entreprise, le benchmarking est utilisé pour pouvoir
mesurer les performances de l'entreprise et dans le but de l'améliorer. En finance, sur les marchés financiers, un benchmark est constitué d'un indice ou d'une valeur de référence dans le but de comparer la performance d'un placement à sa référence. La même chose, dans la finance, le benchmarking est aussi utilisé dans le but c'est-à-dire de se comparer aux performances d'autres entreprises ou bien d'autres normes. Bien. Donc, par exemple, en informatique, un benchmark est un banc d'essai ou un test de performance. Vous voyez la richesse de la terminologie. L'essentiel, c'est-à-dire, c'est toujours bien que l'étudiant comprenne bien, utilise la terminologie spécifique à un certain domaine. Et puis, ce qui est plus important, c'est de comprendre la sémantique de cette terminologie. Donc, un benchmark est un banc d'essai ou bien un test de performance. Vous voyez qu'il y a une notion de test. Donc, c'est sûr qu'un benchmark est utilisé dans la phase de test dans le cycle de vie d'un développement de logiciel. Donc, parce qu'on sait qu'en informatique, on développe, c'est-à-dire dans le contexte de développement, le développeur, il a un processus, bien, il adopte un processus de développement de son application. Donc, à la fin du processus, lorsque l'application est prête à utilisation, il va faire des tests. Donc, il vaut mieux faire des tests sur un benchmark. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'un benchmark, c'est en informatique, un benchmark est un banc d'essai ou bien un test de performance. Il va dire c'est un dataset ou bien un ensemble de données qui vont permettre de tester la performance de notre application. Donc, permettons de mesurer les performances d'un système pour le comparer à d'autres. Un test de performance est un test dont l'objectif est de déterminer la performance d'un système informatique. Il existe d'autres types de tests plus ciblés en fonction des objectifs à atteindre dans la campagne des tests. Donc, dans le cadre, le fait de dire tester l'application, c'est sûr que c'est sur le plan de plusieurs axes. Okay? Sur le plan, par exemple, on peut dire on va tester notre application sur le plan convivialité, on va tester notre application sur le plan type des résultats, on va la tester sur le plan la rapidité d'exécution, ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est selon l'axe d'utilisation de l'application. Donc, c'est pour ça qu'il existe d'autres types de tests plus ciblés en fonction des objectifs à atteindre dans la campagne de tests. Donc, il y a le test de benchmark. On va faire des comparaisons de logiciels, de matériel, d'architecture, et ainsi de suite. Bien sûr, selon le benchmark utilisé. Il y a le test de non-régression des performances. Il y a le test de composants, test de volumétrie des données, test de fonctionnement d'algorithmes selon les résultats obtenus et comparés à des benchmarks. Vous voyez donc, parce que le développement d'application, c'est un processus très vaste et très compliqué. Donc, c'est sûr que le test, il est catégorisé selon l'étape considérée et bien sûr, on va utiliser le benchmark dédié à cette étape. Bien. Donc, on va donner quelques exemples de benchmark en informatique et spécifiquement en optimisation. Donc, par exemple, la résolution d'un problème d'optimisation comme le VRP, le problème de voyageurs de commerce, le problème de tournée de véhicules. Donc, on va voir des problèmes références sur des benchmarks ou des jeux de données pour les problèmes d'optimisation comme le VRP, le problème du VRP. Donc, le VRP, on l'a déjà vu, est un problème d'optimisation qui a été étudié de manière approfondie dans la littérature et des instances de référence ont été proposées afin de rendre les performances des différentes méthodes de résolution, c'est-à-dire plus performantes. Donc, pour le VRP, dans la littérature, il y a des benchmarks dédiés à la résolution et le test des résultats sur le VRP, bien sur la résolution du VRP. Donc, je vais vous citer deux exemples de benchmark pour le VRP. Il y a les instances de test de Solomon pour le DCVRPTW, qui est l'abréviation de Dynamic Vehicle Routing Problem with Time Windows. Ça, c'est un c'est-à-dire des types de VRP. Donc, le benchmark proposé par Solomon en 1987 est un problème, ou bien c'est un dataset qui contient des instances, donc les instances de Solomon,
qui date des années 1987 sont les principaux problèmes de référence en termes de VRP avec fenêtre temporelle et sont donc un moyen très efficace pour comparer les méthodes de résolution. Donc lorsqu'on, dans notre étude ou bien notre projet, on a la résolution du DCVR-PTW, donc vaut mieux, c'est-à-dire c'est le problème de théorie de véhicule avec fenêtre temporelle. Donc on veut mieux utiliser ce benchmark de Solomon pour pouvoir comparer les résultats de notre application avec les résultats obtenus par d'autres chercheurs. Donc ces problèmes, c'est-à-dire le dataset ou bien le benchmark de Solomon, c'est un dataset qui est composé de 56 instances. Ils ont tous une structurée de, pardon, ils sont tous structurés sous forme de tableau. Ce tableau contient plusieurs colonnes. Par exemple, première colonne, c'est le nombre de clients, les customers. Chaque client est repéré par les coordonnées X et Y. Il a les distances, la capacité et d'autres informations. Donc la distance qui est utilisée dans ce cas, dans ce dataset, est la distance euclidienne entre les points géométriques qui ont les coordonnées X et Y. Ce qu'on sait lorsqu'on a les coordonnées X et Y, c'est dans le repère népérien, pour pouvoir calculer la distance entre deux points avec ces coordonnées-là, on utilise la distance euclidienne. On a vu comment la calculer dans des vidéos précédentes. Bien. Donc ça, c'est une illustration d'un exemple du dataset ou bien du benchmark de Solomon concernant le problème de véhicule ou bien de théorie de véhicule avec fenêtre temporelle. Donc vous voyez qu'on a ici le nom de l'instance, donc C101, parce qu'il y a plusieurs instances. Ici, on a un nombre de véhicules. Pour cette instance, c'est 25 véhicules. La capacité, elle est fixée 200. Ici, vous voyez, il y a des colonnes. La première colonne, c'est le customer numéro, donc le numéro du client. Donc 0, 1, 2, 3. Ici, c'est les coordonnées de chaque client, donc le X et le Y. Donc on a la coordonnée X et la coordonnée Y. On a la demande du client, donc les valeurs de la demande de chaque client. On a le ready time, le due time, service time, available time. Vous voyez, ce sont les paramètres qu'on a besoin pour pouvoir étudier c'est-à-dire le problème de théorie de véhicule avec bien sûr fenêtre temporelle. Donc vous voyez ici qu'on considère la notion de temps. Donc ça, c'est un exemple d'une instance de jeu de données du benchmark de Solomon. Donc l'étudiant qui a dans son projet l'étude du problème de voyage de commerce avec fenêtre temporelle, vaut mieux qu'il utilise c'est un benchmark de référence qu'il peut utiliser pour tester son application. Bien, il y a aussi un autre dataset ou bien un autre benchmark pour le CVRP, c'est-à-dire c'est Capacity Vehicle Routine Problem, un autre type de problème de VRP. Donc il y a les instances ou bien les datasets ou bien les instances de test de Christophe et al. Et autres. Donc c'est les instances de Christophe qui datent de 1979 sont les principaux problèmes de référence en termes de CVRP et sont donc un moyen très efficace pour comparer les méthodes de résolution. Donc la même chose, si on a un problème ou bien dans notre étude de la résolution du CVRP, il vaut mieux utiliser le benchmark de Christophe qui a la structure suivante. Donc vous voyez que je vous donne ici un exemple d'une instance de jeu de données du benchmark de Christophe, un autre benchmark pour la résolution du CVRP. Donc vous voyez qu'on a ici, c'est un tableau qui est formé de colonnes. On a la première colonne, bon, c'est le nom du dataset, donc c'est toujours Christophe et al. 1979 qui a créé ce benchmark. Ici c'est le nom du problème, donc par exemple ici de l'instance plutôt, on a l'instance CMT01, donc c'est le problème CMT01 parce qu'il y a plusieurs instances et chaque instance elle contient premièrement l'identifiant 1, 2, 3, c'est le numéro. Ici le type, bon, c'est un type qui est considéré dans l'étude. Ici les coordonnées de chaque client, c'est-à-dire donc ici l'identifiant c'est le numéro du client. Ici c'est le CY, le CX et le CY, donc les coordonnées de chaque client. Parce que j'ai pris le tableau c'est-à-dire du benchmark que j'ai téléchargé, donc j'ai considéré les mêmes nominations, c'est-à-dire la nomination qui était prise en compte dans le tableau original. Je peux toujours changer les nominations ici, à la place du identifiant, je prends le numéro du client. Donc ici c'est le CX et le CY, coordonnées X et coordonnées Y, et ici il y a c'est-à-dire distance euclidienne, il y a la capacité qui est fixée à 160 et ainsi de suite. Donc vous voyez ici que c'est un exemple d'une instance de jeu de données ou bien du benchmark de Christophe qu'on va télécharger par la suite. Bien.
Donc, en général, un benchmark en optimisation, il va nous aider de tester la performance de l'algorithme sur des instances réelles. C'est-à-dire, en général, on teste notre application sur des exemples réels. C'est-à-dire, on a une entreprise, c'est-à-dire on est stagiaire dans une entreprise qui a un cas de VRP réel. On peut tester notre application sur ce cas. C'est toujours bien. Donc, tester la performance de l'algorithme ou bien de l'application sur des instances réelles est certes important, c'est bien. Mais il faudrait, c'est-à-dire avant de, comment dirais-je, d'utiliser notre application dans le réel, c'est-à-dire dans le cas pratique, le cas réel, pardon, vaut mieux, il faudrait le confirmer sur des benchmarks classiques du VRP pour bien se situer par rapport à l'état de l'art. C'est-à-dire il faut se comparer à des études et des recherches déjà faites, ou bien des résultats déjà existants sur des benchmarks. Pardon. Il faut savoir que ces benchmarks sont créés de façon professionnelle, c'est-à-dire ce sont des exemples réels, qui sont pris du réel dans des projets ou bien dans des entreprises. Donc, il vaut mieux, avant d'utiliser l'application dans le réel, dans notre organisation réelle, il vaut mieux, dans la phase de test, confirmer nos résultats avec des benchmarks classiques pour bien sûr se situer par rapport à l'état de l'art, c'est-à-dire pour voir que nos résultats sont comparables et sont efficaces et performants. Donc, des tests expérimentaux doivent être effectués sur un ensemble d'instances d'un benchmark académique de la littérature. Les résultats de calcul sont comparés et interprétés. Très bien. Donc, on utilise des tests de benchmark, la comparaison du logiciel, des algorithmes, des matériels, des architectures. Donc, le concept habituel du benchmarking porte sur les algorithmes. Nous comparons le comportement de classes d'algorithmes par rapport à un jeu de données ou bien un jeu de test composé d'instances de benchmark. Pour une autre approche, nous comparons le comportement de classes d'instances du benchmark par rapport à un jeu de test composé d'algorithmes. La définition d'un contexte d'étude nous permet d'appliquer un cadre expérimental rigoureux pour appuyer la validité des résultats obtenus. Donc, c'est la démarche d'un étudiant qui a un projet en optimisation. Premièrement, on doit se situer dans un contexte. On a un contexte d'étude. Donc, ça va nous permettre d'appliquer un cadre expérimental rigoureux pour appuyer la validité des résultats obtenus. Donc, selon notre contexte d'étude, on va viser les benchmarks qu'on va utiliser. Donc, en général, les approches d'utilisation des benchmarks, c'est-à-dire, il y a deux situations. On peut utiliser des données, donc des cas d'étude, donc des datasets qui contiennent des instances de ce problème. On va tester ces instances avec notre algorithme pour tester l'efficacité de l'algorithme. Et il y a l'autre approche qui concerne à avoir plusieurs algorithmes et prendre une instance du benchmark pour tester le comportement de l'instance avec les différentes classes des algorithmes. Donc, les deux côtés sont efficaces pour valider l'efficacité de notre application, bien pour évaluer l'efficacité de notre application. Donc, dans la deuxième approche, la comparaison des classes d'instances permet ensuite, par exemple, de valider leur utilisation pour l'expérimentation algorithmique ou d'analyser les ressources ou bien les sources de difficulté du problème. Ça, c'est des interprétations sur le plan résultat obtenu. Bien. Donc, les benchmarks et ses utilisations. Donc, en général, un benchmark est utilisé en optimisation ou bien en entreprise. Donc, le benchmark qui est un outil d'optimisation indispensable. Le benchmark est un outil d'analyse qui consiste à vous positionner par rapport à d'autres acteurs de votre secteur d'activité et ce que ce sont pour vos pratiques, votre stratégie ou vos produits. Donc, vous voyez que le benchmark, il vous permet de vous comparer à d'autres résultats et c'est pour ça vous allez vous situer dans, c'est-à-dire vous allez vous situer par rapport à l'état de l'art. Donc, c'est grâce au benchmark qu'on peut, comment dirais-je, valider nos résultats. Donc, en entreprise, un benchmark est un outil de comparaison qui sert à évaluer la performance d'une entreprise sur son secteur économique et la comparer aux meilleurs acteurs du secteur. Cet outil d'amélioration continue se base sur un processus d'évaluation par rapport à un ou plusieurs modèles reconnus. Le benchmarking en entreprise est une technique de marketing ou de gestion de la qualité
qui consiste à étudier et analyser les techniques de gestion. Donc le benchmarking est un processus très important dans toute entreprise, quel que soit son type, dans le but de l'améliorer. Donc on doit se comparer au comportement d'autres entreprises, bien sûr qui travaillent dans le même secteur économique, pour pouvoir améliorer. Donc ça rentre dans le domaine de la concurrence. Vous voyez que le benchmarking, c'est un moyen qui est utilisé dans le cadre de la concurrence entre les entreprises qui travaillent dans votre même secteur. D'accord? Donc vous allez vous comparer sur le plan, sur les différentes stratégies de travail pour pouvoir c'est-à-dire vous développer et ainsi être à la hauteur des autres entreprises sur le marché. Et vous voyez que la concurrence, c'est حتمية التنافس التجاري والاقتصادي حاجة حتمية pour se développer. Bien. Donc le benchmark consiste à analyser les différentes approches et méthodes utilisées par autrui pour pouvoir optimiser son propre travail. Donc, que veut dire autrui? Dans ce contexte, autrui peut désigner un autre salarié ou une autre équipe travaillant au sein de la même entreprise. On parle du benchmarking interne. Donc, le benchmarking, il a deux axes. Il y a le benchmarking interne et le benchmarking compétitif. Donc, le benchmarking interne, lorsqu'on est dans une entreprise, on a plusieurs équipes qui travaillent. Donc, on peut faire des comparaisons entre équipes de la même entreprise dans le cadre de s'optimiser et de s'améliorer. Donc, c'est pour mieux avancer. Donc, ça, c'est le benchmarking interne. Un benchmark peut aussi prendre comme objet d'analyse des entreprises. Si ces dernières travaillent sur le même marché que le vôtre, on parle de benchmarking compétitif, dire dans le cadre de concurrence. Donc, si on a, c'est-à-dire on se compare à d'autres entreprises différentes, donc on appelle ça le processus du benchmarking compétitif. Et les deux approches sont importantes pour pouvoir développer notre entreprise. Et bien sûr, tout ingénieur informaticien, lorsqu'il est recruté dans une entreprise de tout type, académique ou industriel, il doit, c'est-à-dire être meneur, ou bien il doit avoir l'initiative à développer son entreprise. Donc, comment? Par des techniques de benchmarking. Bien. Donc, fondement de la méthode, donc se comparer au meilleur pour améliorer ses propres performances et sa capacité concurrentielle à travers une démarche de progrès. Vous voyez que pour se développer, on se compare à d'autres éléments meilleurs que nous dans le cas de s'améliorer. Ça, c'est légal. Donc, se comparer au meilleur pour améliorer ses propres performances et sa capacité concurrentielle à travers une démarche de progrès est légal. Donc, la démarche consiste à repérer les cibles pour se construire un référentiel, observer leur processus et mettre en œuvre les modifications au sein de ces processus pour atteindre les valeurs fixées. En se tournant vers l'extérieur, les organisations ont beaucoup à apprendre. Améliorer sa performance organisationnelle, capitaliser sur ses points forts, combler ses points faibles et développer un avantage concurrentiel ou plusieurs. Vous voyez que c'est très important de se comparer pour pouvoir s'améliorer et se développer. Et bien sûr, si on voudrait se comparer, on doit se tourner vers des organisations, c'est-à-dire meilleures que nous, c'est-à-dire de haut niveau. Ça rentre dans le cadre de dire, il ne faut pas comparer l'incomparable. Si on voudrait se mesurer, il faut se mesurer avec des organisations de niveau meilleur pour pouvoir apprendre et se développer. Le fait de dire apprendre, donc c'est améliorer sa performance. Comment? On capitalise sur les points forts et on va combler les points faibles. Vous voyez, nos points forts, on va les améliorer et nos points faibles, on va essayer de les diminuer et de les éliminer. Bien. Donc, comment construire un benchmark en informatique? Donc, je vous ai donné des exemples de benchmark classiques qui se retrouvent dans la littérature. Et vous avez remarqué que le benchmark de Christophe, il date des années 1979. Vous voyez, 1979. Et le benchmark de Solomon, il date des années 1987. Vous voyez que c'est quand même loin. Mais ça n'empêche qu'il reste des références classiques efficaces. Mais vaut mieux, c'est-à-dire utiliser des benchmarks actuels ou bien, c'est-à-dire plus nouveaux. Donc, il faut avoir une stratégie pour construire ces datasets ou bien ces benchmarks.
Donc, comment construire un benchmark en informatique? Le test d'un logiciel nécessite le plus souvent de formaliser une stratégie de test, puis des plans de test visant à démontrer que chaque exigence fonctionnelle a été respectée et correctement réalisée par les développeurs de logiciels. Cependant, il est également nécessaire de se poser la question sur comment utiliser des jeux de données de test ou jeux de test ou de benchmark qui soient pertinents et efficaces, c'est-à-dire représentatifs de la réalité pour l'application concernée. Donc, lorsque j'ai une application à développer, je voudrais tester l'efficacité ou bien la performance de mon application, il vaut mieux choisir un benchmark bien ciblé pour pouvoir valider et évaluer mon application. Donc, il faut récolter des exemples de grands volumes de données et les générer dans une variété de formats, des datasets, pour l'utilisation dans les jeux de test logiciels. Donc, on doit créer ces datasets en récoltant des exemples selon le contexte de travail ou bien de l'application, et on doit bien sûr les structurer dans des formats bien étudiés, et ces formats-là vont être générés et utilisés par dans la phase de test de notre application. Bien. Par exemple, vous avez remarqué que pour les deux datasets, la structure utilisée est une structure de tableau. On a un tableau avec des colonnes et chaque colonne elle a un paramètre concernant notre instance de données. Bien, donc ça c'est quelques références bibliographiques que j'ai utilisées pour préparer cet exposé. Maintenant, je vais essayer d'utiliser, le dernier point, c'est l'utilisation de benchmark de CVRP avec l'algorithme de simplex avec Python. Donc je vais utiliser l'algorithme du CVRP et le benchmark du CVRP, c'est le benchmark ici, le deuxième exemple, ici le benchmark de Christophs et autres, qui date de l'année 1979, et il a cette structure-là. Bien. Donc, on va premièrement le télécharger et on va l'utiliser en utilisant bien sûr notre application qu'on a déjà vue, qui était l'utilisation de l'algorithme du simplex pour la résolution des instances de VRP et de CVRP spécifiquement. Donc, pour pouvoir le télécharger, on va ici sur Google, le navigateur, on va utiliser benchmark comme mot-clé, benchmark, on va prendre le nom du créateur qui est Christoph Schmitz, et ça concerne le problème de VRP. Donc, vous voyez que j'ai utilisé des mots-clés sans écrire 2A. La requête elle doit être bien formalisée. Ça rentre dans le cadre de la recherche de l'information. Donc vous voyez que puisque j'ai bien formulé ma requête de recherche, c'est-à-dire j'utilise que les mots-clés sans utiliser des mots non utiles. Donc, vous voyez qu'il m'a directement, la première recherche, elle est efficace, elle va me donner directement le benchmark. Donc, Christophe et Harald, le CMT. Ça, le CMT, c'est le nom des instances du problème VRP, CVRP. Vous voyez? Donc, on a le VRP. Donc, vous voyez ici qu'on a les différentes instances. Donc, on a download le dataset. On va downloader le dataset qui est le benchmark du CVRP. Et on a ici download result report template, c'est-à-dire les résultats obtenus avec des applications utilisant ce benchmark. Donc on va cliquer sur premièrement on va bien sûr, donc vous voyez qu'il m'a c'est-à-dire téléchargé mon dataset, mon benchmark, d'accord. Ici download les results. Donc vous voyez que pour pouvoir télécharger les résultats donnés par d'autres applications, on a besoin d'un username, une inscription. Donc on va laisser ça après. Donc ici je vais aller sur le répertoire téléchargement. Donc vous voyez que j'ai ici mon fichier zip. Donc c'est un WinRZip, un fichier compressé qui s'appelle Christoph et Harald 1979, les instances CMT. Donc je vais essayer ici de l'extraire. Donc extraire ici. Je vais l'extraire ici dans le même répertoire. Donc vous voyez qu'il m'a créé. Oui. Donc il m'a créé un fichier ici. Bon, il a mis. On va chercher le fichier parce que je l'avais déjà extrait. Non. Vous voyez, il a le CMT ici. Durant CMT. D'accord. Je pouvais faire la même chose ici c'est-à-dire le décompressant dans un répertoire. Je pouvais ici
vers un répertoire. Vous voyez, il m'a créé un répertoire qui s'appelle Christophe et Al. Donc on a les différentes instances du benchmark. Donc ça s'appelle le CMT et on a 0,1 jusqu'à 0,14. Donc on a 14 instances et vous voyez que ce sont des fichiers XML. Donc pour pouvoir les utiliser dans mon application ici, j'ai lancé le Anaconda navigateur pour Python. Donc j'ai utilisé Jupyter comme éditeur de texte. Donc j'ai ici déjà mon application, je l'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos, comment résoudre le VRP avec l'algorithme du simplex, mais j'avais généré des instances aléatoirement avec le lambda. Maintenant je vais importer le fichier, les fichiers du benchmark pour pouvoir les utiliser ici dans ma résolution. Bien sûr pour comparer mes résultats avec les résultats du benchmark. Donc ici, pour pouvoir importer ce fichier, je vais le transformer ou bien c'est le transformer du fichier XML vers un fichier Excel. Vous voyez que pour avoir la structure de tableau, parce que lorsque j'ai téléchargé mon fichier ici, mon benchmark de Christophs, c'est des problèmes XML. Donc bien sûr, j'avais déjà mentionné cette notion dans ma chaîne YouTube, comment transformer un fichier XML vers un fichier Excel. Donc, j'ai déjà utilisé cette notion. La chaîne. Donc, vous voyez ici que j'avais déjà préparé une vidéo sur comment transformer et comment convertir un fichier XML en un fichier XL. Donc, si vous voulez voir comment, si vous allez télécharger le benchmark fichier XML, vous sur cette c'est-à-dire, vous voyez sous forme de vidéo pour voir comment convertir le fichier XML en un fichier Excel. D'accord. Donc, moi, je l'ai déjà fait ici. J'ai déjà fait. Je transforme un des exemples, un des instances du fichier XML vers un fichier XL. Donc, j'ai transformé l'instance CMT02 du fichier XML vers un fichier Excel. Vous voyez ici, j'ai un fichier Excel. D'accord. Je vais l'ouvrir. Vous voyez que c'est un fichier Excel, soit d'un tableau avec les différents éléments bien constituants du problème VRP. Maintenant, si je vais ouvrir le fichier XML, le CMT02 XML, il va me donner le code XML. Donc c'est avec Visual Studio. Il va l'ouvrir avec le Visual Studio Code parce que c'est un fichier XML. Ça prend du temps à l'ouvrir. Vous voyez, donc c'est l'exemple, mais l'instance c'est MT02, le format XML, ça c'est le code XML. Je l'ai transformé en Excel, donc j'ai obtenu un tableau avec les différents paramètres du CVRP. Bien, donc je vais, c'est-à-dire utiliser le Python pour pouvoir ouvrir ce fichier. Donc ça, j'ai ma première ici cellule qui contient l'importation premièrement des différentes librairies pour pouvoir utiliser le module simplex de Python. Donc Shift Entrée pour pouvoir exécuter bien sûr Entrée pour importer et ça ici vous voyez que j'ai importé APCPD, c'est-à-dire en utilisant bien sûr la librairie et la librairie Pandas. Vous voyez ici que j'ai importé Read Excel, c'est un module bien sûr fonctionnaire d'Excel pour pouvoir lire les fichiers Excel. Et j'ai lu le fichier CMT02 pour XLS. Je l'ai transformé dans la partition F et j'ai mon fichier ici, CMT02. Je l'ai chargé
et puis je vais l'afficher. Vous voyez que j'ai affiché le même fichier, le dataset, le nom, le numéro de l'instance, le numéro du client, du customers, le X, Y, les coordonnées de chaque customer, et ainsi de suite. Et je vais poursuivre bien sûr l'exécution. Donc une fois que j'ai chargé mon dataset, je vais utiliser les différents éléments du VRP, selon bien sûr le modèle que j'ai utilisé. C'est un modèle linéaire du VRP, parce que je vais le résoudre avec le simplex. Donc on va voir comment on va terminer la résolution dans la vidéo qui va suivre. Donc ça c'est pour vous montrer comment j'ai chargé mon benchmark, un des instances du benchmark du CVRP, pour pouvoir le résoudre avec le simplex. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça va concerner comment on va résoudre cette instance avec le problème, bien l'algorithme du simplex, bien sûr avec le module simplex qui se trouve dans la librairie du Python. Merci.